Le réveil sonna à 5h30, comme chaque matin. Calté Reeves se leva sans appuyer sur le bouton « Souvenir », son corps se mouvant avec une précision inculquée par ses 8 années d'armée. Le parquet était froid sous ses pieds nus tandis qu'il se dirigeait vers la cuisine. Junipé était immobile dans leur lit, un bras sur les yeux. Elle prétendait avoir eu un autre mal de tête la nuit dernière et se réfugia dans leur chambre à 20h pour lire des histoires à Milo avant de dormir. La cafetière gargouillait tandis que Calté sortait des œufs du réfrigérateur. Par la fenêtre de la cuisine, Fort Collins s'étendait dans le calme matinal, des pelouses suburbaines parsemées de givre. Il avait choisi ce quartier pour sa sécurité, ses écoles, sa promesse de stabilité pour son fils, papa. Milo apparut dans l'embrasure de la porte, serrant un dinosaure en peluche contre sa poitrine. Ses cheveux noirs se dressaient dans 3 directions différentes et des marques de sommeil marquaient sa joue gauche. « Bonjour, mon pote. » Calté souleva son fils sur le comptoir. « Brouillé ou trop facile ?»« Brouillé au fromage. » Milo se frotta les yeux. « Maman est encore malade. » La question le frappa plus fort qu'elle n'aurait dû. Calté cassa 2 œufs dans la poêle, le grésillement emplissant le silence. « Elle est juste fatiguée, Milo. Parfois, les adultes ont besoin de dormir davantage. » Mais en observant le visage de son fils, Calté remarqua quelque chose qui lui serra la poitrine. Milo ne demanda pas à la réveiller. Ne la supplia pas de lui apporter le petit déjeuner au lit comme avant. L'enfant de 5 ans hocha simplement la tête et balança ses jambes contre le placard. Quand est-ce que ça avait changé? Calté glissa les œufs dans une assiette en forme de camion et ajouta 2 tranches de pain grillé coupées en triangles. « Tu veux m'aider à préparer ton sac à dos ?» Ils accomplirent leur routine matinale avec une efficacité éprouvée. Milo se brossa les dents tandis que Calté tressait les cheveux du garçon en une queue de cheval soignée. Ils rassemblèrent les devoirs, une brique de jus et le déjeuner que CTER avait préparé la veille. « Prêt à partir ?» Calté demanda, clé en main. Milo jeta un coup d'œil vers le couloir de la chambre. « On dit au revoir à maman ? Elle dort. On la verra après la garderie. » Le trajet jusqu'à la garderie Little Sprout dura 12 minutes à travers des rues résidentielles bordées d'érables. Milo parla du nouveau vélo de son ami Tyler et demanda s'il pouvait aller au parc ce week-end. Une conversation normale d'enfant de 5 ans qui aurait dû paraître routinière. Au lieu de cela, Calté se surprit à analyser chaque mot. Quand Milo avait-il cessé de mentionner sa mère lors de ses conversations matinales? Monsieur Reeves. Mademoiselle Carmen, l'institutrice de Milo, s'approcha alors qu'il se dirigeait vers le bâtiment. « Puis-je vous parler un instant ?» Les muscles de Calté se tendirent. Quelque chose n'allait pas? Pas vraiment. Elle jeta un coup d'œil à Milo, qui avait repéré Tyler dans la cour de récréation. « Milo, pourquoi n'irais-tu pas jouer pendant que je parle à ton père ?» Son fils s'enfuit sans hésiter, et CTER le regarda s'attaquer au toboggan avec d'autres enfants de son âge. « Il est plus calme ces derniers temps, » dit mademoiselle Carmen. « Plus collant quand vous le déposez. Y a-t-il eu du changement à la maison ? » La question semblait chargée. Calté choisit ses mots avec soin. « Ma femme a des problèmes de santé. Stress, fatigue, rien de grave. » Mademoiselle Carmen hocha la tête, mais son expression resta inquiète. Les jeunes enfants ressentent la tension même lorsque les adultes pensent la cacher. Si vous avez besoin de ressources pour une thérapie familiale ou des groupes de soutien, j'ai quelques recommandations. Merci. J'en tiendrai compte. Mais comme Calté se dirigea vers son garage, les mots de mademoiselle Carmen résonnèrent dans sa tête. Plus collant quand on le dépose. Plus calme ces derniers temps. Qu'est-ce que Milo avait remarqué que Calté lui-même commençait seulement à remarquer? Reeves Auto Service occupait un terrain d'angle sur College Avenue. Ses portes en bail étaient peintes en vert forêt et son enseigne était ornée d'une inscription dorée. Calté avait racheté ce garage en difficulté 3 ans auparavant avec ses prestations d'invalidité du ministère des Anciens Combattants et en avait fait l'un des garages les plus fiables de Fort Collins. Il venait de remplacer les plaquettes de frein d'une Honda Civic lorsque son téléphone sonna à 14h15. La voix de Calté Junipé résonna, tendue et paniquée. « Il faut que tu rentres à la maison maintenant. » Sa main toujours sur la clé. Que s'est-il passé? C'est Milo. Il s'est brûlé la main. Je ne sais pas quoi faire. La clé est tombée sur le sol en béton. À quel point? Grave. Sa peau est toute rouge et couverte de cloques. Il pleure et je n'arrive pas à l'arrêter.
Calté était déjà en mouvement, s'essuyant les mains avec un chiffon. Où es-tu? À la maison. Dois-je le conduire quelque part? Je ne sais pas si je dois le déplacer. Ne conduis pas. J'arrive. Il attrapa ses clés et cria à Pete, son mécanicien. Urgence familiale. Fermez la porte si je ne reviens pas. Le trajet dura 8 minutes, qui lui semblèrent 1 heure. Calté envisagea toutes les possibilités, toutes plus graves les unes que les autres. Les brûlures pouvaient être trompeuses. Ce qui semblait mineur en surface pouvait causer de graves dommages en dessous, qu'il avait découvert dans le salon. Milo était assis sur le canapé, la main gauche enveloppée dans un torchon, le visage ruisselant de larmes. Junipé faisait les 100 pas à proximité, les cheveux tirés en arrière en un chignon désordonné et son pantalon de yoga froissé. Papa, Milo tendit la main valide vers lui. Calté s'agenouilla et déballa soigneusement la serviette. La brûlure couvrait le dos de la main de Milo et s'étendait jusqu'à son poignet, la peau rouge vif avec plusieurs cloques déjà en formation. Le motif était net, trop uniforme pour une éclaboussure accidentelle. Dis-moi exactement ce qui s'est passé, dit Calté en gardant sa voix. Calme. Junipé se tordait les mains. Il faisait la vaisselle pour le déjeuner. J'avais l'eau chaude qui coulait, et il avait dû l'augmenter. Je l'ai entendu crier et je suis rentré en courant, mais le mal était déjà fait. Calté examina à nouveau la brûlure. Quelque chose clochait, mais la douleur de Milo était prioritaire. On va à l'hôpital. Est-ce nécessaire? On pourrait peut-être simplement mettre de la glace dessus. Cette suggestion fit serrer la mâchoire de Calté. On ne met jamais de glace sur une brûlure. Et oui, c'est nécessaire. Il enveloppa la main de Milo dans un linge propre et sec et le porta jusqu'au camion. Junipé grimpa sur le siège passager, jouant avec sa ceinture de sécurité. Je me sens très mal, dit-elle alors qu'il sortait de l'allée. J'aurais dû faire plus. Légère cicatrice qui s'estompaient avec le temps. Les cicatrices psychologiques prendraient plus de temps à guérir, mais la thérapie aidait. Le docteur Patricia dit, je n'ai plus à parler de maman si je ne veux pas, lui avait dit Milo la semaine précédente. Elle dit, certaines personnes ont une maladie dans leur cerveau qui les fait blesser les gens qu'ils devraient aimer. C'était une compréhension mature pour un enfant de 6 ans, mais le traumatisme avait forcé Milo à grandir plus vite que n'importe quel enfant ne le devait. La boutique avait grandi au cours de la dernière année. L'histoire de World of Calté s'était propagée à Fort Collins, et les clients sont venus non seulement pour un travail de qualité, mais pour soutenir un père qui s'était battu pour protéger son fils. Le succès a permis à Calté d'embaucher 2 mécanismes supplémentaires et de se développer dans un bâtiment plus grand. Chaque samedi, il a offert des réparations gratuites pour les parents célibataires et les familles en besoin financier. C'était à sa façon de redonner à une communauté qu'il avait soutenue à travers la période la plus sombre de sa vie. Monsieur Reeves. Une jeune femme s'est approchée du comptoir de service. Je suis Jessica Martinez de l'administration des anciens combattants. Je comprends que vous avez parlé à d'autres anciens combattants de la sécurité familiale et de la reconnaissance des signes d'abus. Quand je peux, a déclaré Calté. Pourquoi? Nous aimons formaliser cela dans un programme. Faire un partenariat avec vous pour créer des ateliers pour les familles de militaires traitant des situations difficiles. C'était une opportunité que Calté ne s'attendait pas, mais c'était bien. Son expérience pourrait aider d'autres pères à reconnaître les signes avant-coureurs qu'il avait manqués, à les aider à protéger leurs enfants avant qu'il ne soit trop tard. Je serais intéressé à en savoir plus. Alors que Jessica a expliqué les détails du programme, Milo s'est approché avec un dessin sur lequel il avait travaillé pendant la conversation. J'ai fait ça pour toi, papa. L'image a montré 2 figures de bâton, une hauteur, une petite, debout à côté d'un bâtiment étiqueté Otto Reeves. Les 2 figures souriaient et au-dessus d'eux, Milo avait desséché un soleil jaune vif. C'est nous à la boutique, a expliqué Milo. Et nous sommes heureux, CTER s'est agenouillé et a tiré son fils dans un câlin, sentant la solide chaleur du garçon contre sa poitrine. Ils avaient survécu à quelque chose qui aurait dû les détruire, et ils sortaient plus forts. Ouais, mon pote. Nous sommes heureux. 1 an plus tard, Calté et Milo se tenaient au bord de Carter Lake, le même endroit où ils venaient pour des voyages de pêche le week-end avant que le genévrier ne soit entré dans leur vie. L'eau était calme, reflétant le ciel d'automne comme un miroir. Milo jetait sa gamme dans l'eau avec la concentration de craindre de l'hôpital. Papa, pensez-vous que maman reviendra? Vous voulez savoir, je vais vous dire la vérité.
pêchaient dans un silence confortable pendant un certain temps. Père et fils appréciant la paix d'un matin d'automne. Le lac s'est étendu devant eux, large et ouvert et plein de possibilités. Quand ils ont emballé leur équipement et sont revenus vers le camion, Milo a glissé sa main dans un geste de confiance et d'amour de Calté qui n'a jamais manqué de remplir le cœur de Calté de gratitude. Ils avaient survécu à l'obscurité et retrouvé leur chemin vers la lumière. Ensemble, ils construisaient quelque chose de nouveau, quelque chose de propre et d'honnête et de fort, quelque chose que Junipé ne pouvait jamais toucher ou détruire. Alors qu'ils rentraient chez eux tout au long du matin du Colorado, Milo bavardant sur l'école et les amis et les plans de week-end, Coulter a ressenti la satisfaction tranquille d'un homme qui avait fait face au pire et protégeait ce qui comptait le plus. Ils étaient libres. Attention. Les accidents arrivent. Mais même en disant cela, Calté ne parvenait pas à se défaire du sentiment que c'était tout autre chose. Les urgences de l'hôpital Pudra Valley sentaient le désinfectant et le cirage. Milo se serra contre la poitrine de Calté pendant qu'ils attendaient, son petit corps tremblant. Malgré la couverture chaude fournie par une infirmière, Milo Reeves, une femme en tenue d'hôpital, s'approcha avec un presse-papier. « Je suis le docteur Talia Monroe. Regardons cette main. » Le docteur Monroe était plus jeune que Calté ne l'avait imaginé, peut-être la trentaine, avec des yeux marrons intelligents et des tempes grisonnantes qui suggéraient une expérience au-delà de son âge. Elle se déplaçait avec l'efficacité assurée de quelqu'un qui avait vu des milliers de blessures. « Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé, Milo ?» demanda-t-elle en déballant soigneusement sa main. Milo regarda sa mère, puis s'inclina derrière le médecin. « Je me lavais les mains et l'eau était devenue très chaude. » Le docteur Monroe examina la brûlure sous une lumière vive, son expression devenant plus sérieuse. Elle mesura la zone affectée avec une petite règle et prit plusieurs photos. « Mais Madame Reeves, puis-je vous parler en privé un instant ?» Junipé remua sur sa chaise. « Pouvons-nous parler ici ? Je ne veux pas le laisser seul. » L'infirmière restera avec Milo. Ce ne sera pas long. Ils suivirent le docteur Monroe dans une petite salle de consultation. Elle ferma la porte et se tourna vers eux, son masque professionnel fermement en place. « Je dois poser des questions directes sur cette blessure, commença-t-elle. La brûlure sur la main de Milo correspond à une immersion dans l'eau chaude, et non à un contact accidentel. CTER sentit le monde changer légèrement. Qu'est-ce que cela signifie ? L'angle, la profondeur et la forme indiquent que sa main a été maintenue sous l'eau bouillante pendant plusieurs secondes. La blessure n'a pas pu se produire accidentellement à une température standard du robinet. Le visage de Junipé pâlit. C'est impossible. J'étais là quand c'est arrivé. Le regard du docteur Monroe resta fixe. Dans la plupart des maisons, les chauffe-eau sont réglés à 49 degrés Celsius. Cette brûlure a nécessité une exposition à de l'eau chauffée à au moins 60 degrés Celsius pendant 15 à 20 secondes. Peut-être a-t-il touché autre chose, dit rapidement Junipé. Une casserole ou une poêle chaude. Peut-être a-t-il saisi la poignée du robinet et l'a-t-il ouverte au maximum. La brûlure ne corrobore pas ces scénarios. Le docteur Monroe sortit une tablette et montra les schémas médicaux. Les brûlures accidentelles se manifestent généralement par des signes de brûlure. Motif d'éclaboussure au point de contact. Cette émission a bénéficié d'une couverture médiatique uniforme, compatible avec une immersion délibérée. L'entraînement militaire de Calté a fait naître le même esprit d'analyse qu'il avait maintenu en vie en Afghanistan. Il a étudié les images, les a comparées à ce qu'il avait vu sur la main de Milo. Le médecin avait raison. Que dites-vous ? La voix de Junipé s'éleva. Que quelqu'un a fait ça exprès ? C'est insensé. Je dis que les preuves indiquent que ce n'était pas un accident. Docteur Monroe, fermez la tablette. Je suis tenu par la loi de signaler aux autorités toute suspicion de maltraitance infantile. Le silence s'est installé dans la pièce, à l'exception du bourdonnement des néons. Calté a senti un frisson lui monter à l'estomac, une sensation familière du combat lorsque tout est soudain devenu clair et dangereux. Êtes-vous sûr ? A-t-il demandé. Selon mon avis médical, basé sur 15 ans de médecine d'urgence et une formation spécialisée dans la reconnaissance des maltraitances infantiles, je suis certain que cette brûlure a été infligée intentionnellement. Junipé se leva brusquement. C'est ridicule. Je suis sa mère. Je ne lui ferai jamais de mal. Mais Calté observait son visage, lisant les micro-expressions qu'il avait apprises. Interprétées en terrain hostile. Peur, calcul, et sous tout cela, le regard de quelqu'un dont l'histoire s'écroulait.
CTER était assis dans le couloir de l'hôpital, regardant Milo dormir sur le lit d'examen. On lui avait administré des analgésiques et enveloppé sa main dans des bandages spéciaux. Le visage du garçon paraissait apaisé pour la première fois depuis l'incident. Junipé était sorti prendre l'air après l'examen du docteur Monroe. C'était 20 minutes plus tôt. Calté sortit son téléphone et chercha un contact qu'il n'avait pas appelé depuis des mois. La shérif Rena Barlow avait 2 ans d'avance sur lui au lycée de Pudra, capitaine de l'équipe de volley-ball et présidente du conseil des élèves. Elle dirigeait désormais les forces de l'ordre du comté. La voix de Calté Rena exprimait la surprise. « Ça fait trop longtemps. Comment vas-tu ? J'ai besoin d'aide, Rena. De l'aide officielle. » Le ton de sa voix devait traduire sa gravité, car son attitude changea immédiatement. « Que se passe-t-il ? Je suis à l'hôpital de Pudra Valley avec mon fils. Il souffre d'une brûlure qui, selon un médecin, a été infligée intentionnellement. » Le silence s'installa sur la ligne. « Où est ta femme ? » ? Quelque part dehors. Le médecin veut signaler ça aux autorités, et je pense qu'elle devrait le faire. J'arrive dans 15 minutes. Ne laisse personne partir. Calté raccrocha et retourna dans la chambre de Milo. Son fils était réveillé, regardant autour de lui avec l'air confus de quelqu'un sortant de son traitement. « Dis donc, mon pote, comment vas-tu ? J'ai mal à la main. » La voix de Milo était faible. « Où est maman ? Elle reviendra bientôt. Une amie à moi vient nous parler. » Shérif Barlow, tu te souviens de l'avoir rencontrée au festival du 4 juillet ? Milo hocha la tête. Elle a un badge brillant. C'est vrai. Elle pourrait te poser des questions sur ce qui est arrivé à ta main. La peur traversa le visage de Milo. Ai-je des ennuis ? La question brillait au cœur de Calté. Non, mon fils. Tu n'as pas d'ennui. Le shérif Barlow veut juste s'assurer que tu vas bien. Junipé revint tandis que Rena arrivait, toujours vêtue de son uniforme d'un après-midi. Changement. Les 2 femmes n'avaient jamais été amies au lycée, ni dans des cercles sociaux différents, mais elles échangèrent des salutations polies. « Madame Reeves, je crois savoir que votre fils a été blessé aujourd'hui, » dit Rhea en sortant un carnet. C'était un accident. La réponse de Junipé fut trop rapide. Un terrible accident. Pendant qu'il se lavait les mains, Rena regarda le docteur Monroe qui les avait rejoints. « Docteur, pourriez-vous expliquer vos conclusions ?» Le docteur Monroe répéta son évaluation avec une précision clinique, le type de brûlure, la température de l'eau requise, le temps d'exposition prolongé. Tandis qu'elle parlait, le visage de Junipé devint de plus en plus défensif. « C'est insensé, » interrompit Junipé. « On m'accuse d'avoir blessé mon propre enfant sur la base d'une théorie médicale. » Pas une théorie, corrigea le docteur Monroe. Preuve médicale. Rena se tourna vers CTER. Qu'avez-vous observé en rentrant à la maison ? CTER choisit ses mots avec soin. Milo souffrait visiblement. La brûlure semblait grave. Ma femme semblait bouleversée et ne savait pas quoi faire. Elle semblait bouleversée. La voix de Junipé s'aiguisa. J'étais terrifié. Mon enfant était blessé. Puis-je parler à Milo en privé, demanda Rhea. Absolument pas. Junipé se rapprocha du lit. Il a subi assez de traumatisme pour aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Dit Calté doucement. Milo, le shérif Barlow veut vous interroger au sujet de votre main. Voulez-vous lui parler ? Milo regarda ses parents, sentant la tension, mais ne la comprenant pas. D'accord. Rhea fit venir une psychologue pour enfants de l'hôpital pour assister à l'entretien. Ils se dirigèrent vers une salle de consultation familiale décorée de couleurs vives et de livres pour enfants. Calté et une genévrier attendaient dans le couloir. Le silence entre eux était chargé d'électricité. « Je n'arrive pas à croire que vous les laissiez faire ça. » dit finalement Junipé. « Faire quoi ? Découvrir ce qui est arrivé à notre fils. Vous savez ce qui s'est passé ? Je vous l'ai dit. » Calté observa le visage de sa femme. « Le savez-vous ? » L'entretien dura 30 minutes. Lorsqu'ils sortirent, l'expression de Rena était sombre. Elle s'approcha de Calté et lui dit doucement. « Nous devons parler. » Tous ensemble. Ils retournèrent à la chambre de Milo où le garçon coloriait un livre que la psychologue pour enfants lui avait donné. Il leva les yeux lorsqu'ils entrèrent.
Je t'ai fait un dessin, papa. Il brandit un dessin au crayon représentant 3 bonhommes allumettes sous son fils. C'est Yumi et maman. C'est magnifique, mon pote. Réa attendit que Milo soit à nouveau absorbé par son coloriage avant de parler. Milo nous a confié des choses qui m'inquiètent. Les mains de Junipé se crispèrent. Il a 5 ans. Les enfants de cet âge ont une imagination débordante. Il dit que sa maman lui avait dit de ne parler à personne de sa main, sinon il disparaîtrait à jamais. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. CTER sentit quelque chose en lui se fissurer. Les fondations sur lesquelles il avait construit sa vie se révélèrent soudain pourries. Ce n'est pas vrai, dit Junipé, mais sa voix manquait de conviction. Il dit aussi que l'eau était vraiment très chaude et que maman lui tenait la main quand c'est arrivé. Les enfants exagèrent. Ils ne comprennent pas. Madame Reeves, Rena, l'interrompit. Je fais ça depuis 12 ans. Je connais la différence entre l'imagination d'un enfant et un enfant qui dénonce des abus. Calté regarda son fils, se pencha sur son cahier de coloriage et prit une décision qui allait tout changer. Je veux savoir la vérité, dit-il. Quoi qu'il en coûte. La maison était différente à leur retour de l'hôpital. Calté porta Milo endormi dans sa chambre, tandis que Junipé se rendit directement dans leur chambre, prétextant un nouveau mal de tête. Le silence qui suivit fut chargé d'accusations non formulées et d'une confiance entamée. Calté était assis dans son salon à minuit, les yeux rivés sur les photos de famille qui ornaient le manteau de la cheminée. Des photos de mariage, les premiers pas de Milo, les matins de Noël. Tout cela lui semblait comme des preuves de la vie de quelqu'un d'autre. Son téléphone vibra, un SMS de Rena lui parvint. Les services de protection de l'enfance vont enquêter. Ne la confrontez pas directement. Documentez tout. Documentez tout. La phrase résonna dans sa tête tandis qu'il observait la pièce. Comment documenter un sentiment? Le sentiment grandissant que la femme que vous avez épousée portait un masque. Le lendemain matin, la routine fut la même, mais tout semblait amplifié. Junipé resta au lit pendant que Calté il préparait le petit déjeuner. La main bandée de Milo rendait les tâches simples difficiles, et Calté se retrouva à faire des choses que son fils faisait habituellement seul. Ça fait très mal, demanda Calté en aidant Milo à boutonner sa chemise. Pas autant qu'hier. Milo regarda vers la chambre. Maman est toujours malade. Ouais, mon pote. Elle est toujours malade à la garderie. Mademoiselle Carmen jeta un coup d'œil au bandage de Milo et prit à nouveau Calté à part. Que s'est-il passé? Une brûlure. Nous avons passé la journée d'hier à l'hôpital. Son expression devint inquiète. Et sa mère, elle gère ça à sa façon. Mademoiselle Carmen hocha lentement la tête. Calté, je travaille avec des enfants depuis 15 ans. Si vous avez besoin de soutien, de ressources ou de quelqu'un à qui parler, n'hésitez pas, en allant au magasin, Calté prit une décision. Il avait besoin d'aide, mais pas du genre que Mademoiselle Carmen lui offrait. Il avait besoin de quelqu'un qui comprenne les tactiques, la surveillance et comment recueillir des preuves sans alerter la cible. Il appela Rhys Gallagher depuis son camion. Calté, comment va la vie civile? J'ai besoin d'une faveur, Rhys. Une grande faveur. Rhys avait effectué 2 missions en Afghanistan comme spécialiste en communication avant de retourner à Colorado Springs pour élever ses 2 filles. Il travaillait désormais dans la sécurité privée, mais ses compétences militaires étaient toujours aussi pointues. Imaginez. Je pense que ma femme a blessé mon fils. Je dois le prouver. La ligne s'est tue un instant. En êtes-vous sûr? Les preuves médicales disent oui. Mon instinct me dit oui, mais j'ai besoin de plus que des soupçons. Quel genre d'aide recherchez-vous? Le genre d'aide recevable devant un tribunal. Ils ont convenu de se rencontrer ce soir-là dans un café du centre-ville de Fort Collins. Rhys est arrivé avec l'air de n'importe quel papa de banlieue, jean, chemise en flanelle, alliance, mais Calté a reconnu son attitude alerte. Il a balayé la pièce du regard avant de s'asseoir. Dites-moi tout, a dit Rhys. Calté a exposé les faits. La brûlure, l'évaluation du docteur Monroe, les déclarations de Milo à la psychologue pour enfants, le comportement de plus en plus distant de Junipé ces derniers mois. Vous voulez une surveillance, a dit Rhys en terminant. Je veux la vérité. C'est peut-être la même chose. Rhys s'est penché en avant. Mais si tu as tort, si elle est innocente, ce genre de surveillance pourrait détruire ton mariage.
Si j'ai raison, mon mariage est déjà détruit. Ri observa son visage un long moment. D'accord, mais on fait ça bien, légalement, recevable, pas de raccourci. Ils passèrent l'heure suivante à planifier. Ri installerait de petites caméras sans fil dans les parties communes de la maison, le salon, la cuisine, la chambre de Milo. Le Colorado était un État à consentement unique pour l'enregistrement audio, ce qui signifiait que Kelté pouvait légalement enregistrer les conversations auxquelles il participait. La vidéosurveillance à son domicile était tout à fait légale. L'essentiel, c'est le placement, expliqua Ri. Caché, mais avec un champ de vision dégagé, et jamais dans des espaces privés comme les chambres ou les salles de bain où l'on s'attend à ce que la vie privée soit respectée. Combien de temps avant de pouvoir l'installer? 2 jours. Je dois commander le bon matériel. De qualité professionnelle, pas une caméra de surveillance achetée dans une grande surface. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Ri attrapa le bras de Kelté. Une dernière chose, une fois que nous aurons commencé, vous ne pourrez pas changer d'avis à mi-chemin. Si les caméras détectent quelque chose de grave, vous devrez agir. Êtes-vous prêt à ça? Kelté pensa à la main bandée de Milo, à la peur dans les yeux de son fils lorsqu'il parlait de sa mère. Oui, je suis prêt. 3 jours plus tard, Ri achevait l'installation du système de surveillance pendant que Junipé était à ce qu'elle appelait un rendez-vous thérapeutique, et Milo était à la garderie. Les caméras étaient presque invisibles, l'une camouflée en détecteur de fumée dans le salon, une autre intégrée à un cadre photo dans la cuisine, une troisième cachée dans une peluche dans la chambre de Milo. Elles sont activées par le mouvement et téléchargent sur un serveur cloud sécurisé. Ri a expliqué qu'elles affichaient les appels via l'application sur son téléphone. On peut surveiller en temps réel ou revoir les images plus tard. L'autonomie de la batterie est d'environ 2 semaines. Et si elle les trouve? Elle ne le fera pas. Elles sont de qualité militaire. J'ai utilisé des configurations similaires à Kandahar. Le premier jour ne s'est pas déroulé comme prévu. Junipé se déplaçait dans la maison comme d'habitude, préparant du café, parcourant les pages de son téléphone, regardant la télévision. Elle semblait fatiguée et distraite, mais pas dangereuse. Le deuxième jour était différent. CTER était au magasin quand son téléphone, la caméra de la cuisine vibra d'une alerte de mouvement. Il ouvrit l'application et regarda Junipé préparer le déjeuner pour Milo, qui revenait de la garderie. « Je veux du beurre de cacahuète et de la confiture », dit Milo en grimpant sur sa chaise habituelle. « Tu mangeras ce que je ferai. » La voix de Junipé était si tranchante que les muscles de Kelté se tendirent. « Mais je n'aime pas le ton. Je me fiche de ce que tu aimes. » Elle lança le sandwich dans son assiette avec une telle force que Milo tressaillit. Lorsqu'il attrapa sa brique de jus, sa main blessée renversa le verre de lait que Junipé avait versé. « Regarde ce que tu as fait. » Elle attrapa un torchon et commença à essuyer le liquide renversé d'un geste brusque et furieux. « Je suis désolé, maman. Ma main ne fonctionne pas encore bien. La tienne fonctionne bien. Tu es juste négligente. » Le visage de Milo s'effondra. Je ne voulais pas. Junipé se redressa, tenant le verre vide. L'espace d'un instant, Kelté pensa pouvoir réconforter son fils. Au lieu de cela, elle leva le verre. Au-dessus de sa tête et l'écrasa contre le sol de la cuisine. Milo hurla et se couvrit la tête tandis que des éclats de verre s'éparpillaient à ses pieds. « Regarde ce que tu m'as fait faire, » dit Junipé d'une voix terriblement calme. « Nettoie. Je n'arrive pas à atteindre. J'ai dit, nettoie. » Kelté était à mi-chemin de son camion avant la fin de la vidéo. Il appela Junipé depuis la route. « Salut », répondit-elle, l'air parfaitement normal. « Quoi de neuf ? Je prenais juste des nouvelles. »« Comment va Milo ? » ?»« Il va bien. Il fait une sieste. » En arrière-plan, Kelté entendait le bruit d'un aspirateur. « Pourquoi ? » ?»« Sans raison. Je serai à la maison dans 1 heure. »« D'accord. Je t'aime. » Le mensonge désinvolte lui vint si facilement que Kelté en eut la chair de poule. Il rentra chez lui, rongé par la rage et l'incrédulité, repensant à chaque interaction qu'il avait eue avec Junipé au cours de l'année écoulée. Combien d'autres incidents y avait-il eu? Depuis combien de temps cela durait-il? À son arrivée, la cuisine était impeccable. Milo était assis sur le canapé à regarder des dessins animés, les pieds à peine par terre. « Salut mon pote. Comment s'est passé le déjeuner ? » « Bien.
Milo ne quitta pas la télévision du regard. Junipé sortit de la chambre, vêtu de vêtements propres et arborant un sourire éclatant. Tu es rentré tôt. Journée tranquille au magasin. Kalté s'agenouilla près de son fils. Que as-tu mangé ce midi? Un sandwich au thon. La voix de Milo était monotone et mécanique. Ça a l'air bien. Tu as passé un bon moment, maman et toi? Avant que Milo puisse répondre, Junipé l'interrompit. Il avait renversé du lait, mais on a nettoyé. Rien de grave. Kalté regarda sa femme, la regarda attentivement, et vit un inconnu portant le visage de Junipé. Cette nuit-là, une fois Milo endormi, Kalté visionna d'autres images sur son ordinateur portable. Le troisième jour, on voyait Junipé parler au téléphone pendant que Milo jouait dans sa chambre. Elle parlait bas, mais le son était clair. Je ne peux plus continuer comme ça, dit-elle. Il est toujours là, toujours à avoir besoin de quelque chose. J'ai l'impression de ne plus pouvoir respirer. Une voix masculine répondit, mais le son était trop faible pour que je puisse distinguer les mots. Non, Kalté ne se doute de rien. Il pense que je suis juste stressé. Elle rit, mais le son était amer. Il est tellement concentré sur son rôle de père parfait. Il ne voit pas ce qui se passe sous ses yeux. Réponse encore inaudible. Je sais de quoi on a parlé, mais c'est plus dur que je ne le pensais. Ce gamin ne se tait jamais. Il ne me laisse jamais une seconde de répit. Les mains de Kalté se crispèrent sur l'ordinateur portable. À qui parle-t-elle? La conversation continua pendant 10 minutes, mais Junipé se déplaçait dans la maison, rendant impossible de capter clairement la voix de son interlocuteur. Après avoir raccroché, elle se dirigea vers la chambre de Milo et resta un long moment sur le seuil, à le regarder dormir. Son expression glaça le sang de Kalté. Kalté passa la matinée suivante à faire toutes les recherches possibles sur le passé de sa femme. Ils s'étaient rencontrés 4 ans auparavant dans un groupe de soutien aux vétérans où Junipé était bénévole. Elle lui expliqua qu'elle faisait une pause dans ses études pour trouver sa voie, qu'elle avait grandi à Denver auprès de parents aimants mais surprotecteurs. Il se demandait à présent quelle part de vérité il y avait dans cette histoire. Il commença par les réseaux sociaux, un domaine qu'il n'avait jamais envisagé d'explorer avant son mariage. Le compte Facebook de Junipé ne datait que de 5 ans et contenait principalement des publications génériques sur le café, les couchers de soleil et les citations inspirantes. Pas de photos avec des amis d'enfance, pas de réunions de famille, pas de souvenirs d'université qu'une recherche d'images. Inversé sur ses photos de profil avait mené à un compte LinkedIn sous un nom légèrement différent, Junipé Monsieur Reeves au lieu de Junipé Marie Reeves. Ce compte avait été supprimé, mais des versions en espèces montraient des antécédents professionnels dans le commerce de détail dans différentes villes du Colorado au cours de la dernière décennie. Pourquoi aurait-elle plusieurs versions de son propre nom? Kalté s'était déclaré malade au travail et avait pris la route pour Denver. Junipé avait mentionné une amie d'enfance nommée Amararo, qu'elle avait perdue de vue après ses études. Il lui fallut 3 heures et des visites dans 2 cafés du quartier de Cherry Creek avant de trouver une Amara qui travaillait comme gérante dans une galerie-boutique. Pardon, êtes-vous Amararo? Elle leva les yeux des feuilles d'inventaire vers une femme du même âge que Junipé, aux cheveux châtains courts et aux yeux verts suspects. Qui demande ça? Je m'appelle Kalté Reeves. Je suis marié à Junipé Marie. Elle a mentionné que vous étiez amis d'enfance. L'expression d'Amara passa de la suspicion à quelque chose de plus difficile à déchiffrer. Junipé est marié depuis des années. Nous avons un fils ensemble. Un fils? Amara posa son bloc-notes et vous a-t-elle envoyé me trouver? Pas exactement. J'essaie de comprendre certaines choses sur son passé. Amara observa son visage un instant. Êtes-vous policier? Non, je suis un vétéran. Je possède un garage automobile à Fort Collins, mais vous enquêtez sur votre propre femme. Leur déclaration brutale resta en suspens entre eux. Kalté avait décidé de confier la vérité à cet inconnu. Je crois qu'elle a entendu notre fils. J'ai besoin de comprendre à qui je suis marié. Amara resta silencieuse un long moment. Puis elle se dirigea vers la porte d'entrée de la galerie et afficha, fermée. Il faut qu'on parle, dit-elle. Et tu n'aimeras pas ce que j'ai à te dire. Elles étaient assises dans l'arrière-boutique, entourées de tableaux en béton et d'une odeur de café. Amara parlait lentement, choisissant ses mots avec soin. Junipé et moi étions colocataires à CU Boulder depuis 2 ans. Meilleurs amis, du moins je le croyais. Que s'est-il passé? C'est arrivé.
Amara sortit son téléphone et fit défiler de vieilles photos. Regarde ça. L'image montrait Amara et Junipé à ce qui ressemblait à une fête étudiante. Toutes deux souriaient, bras dessus bras dessous, mais quelque chose dans l'expression de Junipé rappela à Calté son regard en regardant Milo dormir. Elle était charmante au début. Drôle, encourageante, toujours là quand on avait besoin d'elle. Mais petit à petit, elle a commencé à me couper des autres amis. Que de commentaires insignifiants sur la façon dont les autres m'utilisaient, sur le fait qu'ils ne se souciaient pas vraiment de moi comme elle. Elle me disait que quelqu'un avait dit quelque chose dans mon dos. Généralement, quelque chose que je ne pouvais jamais vérifier. CTER sentait les choses se mettre en place. L'isolement. Exactement. En première, elle était pratiquement ma seule amie. Je pensais que c'était naturel qu'on soit si proches. Pourquoi aurions-nous besoin de quelqu'un d'autre? Mais ce n'était pas naturel. J'ai commencé à sortir avec un garçon nommé Kevin. Un type sympa, étudiant en prépa médecine. Junipé la détestait dès le premier jour. Elle trouvait des excuses pour qu'on ne puisse pas se voir quand il était là. Elle tombait malade ou avait des urgences dès que j'avais des projets avec lui. Amara a elle-même sorti une autre photo avec un jeune homme au regard bienveillant et au sourire facile. Un soir, Kevin m'a dit qu'il était inquiet du comportement de Junipé. Elle m'a dit qu'elle l'avait abordé à une fête et lui avait dit que je parlais de rompre avec lui, que je voyais quelqu'un d'autre. Était-ce vrai? Rien de tout ça. Mais quand j'ai confronté Junipé, elle a fondu en larmes. Elle a dit que Kevin essayait de me monter contre elle, qu'il était jaloux de notre amitié. Elle était si convaincante, si blessée. Tu l'as cru. Moi aussi. Et j'ai rompu avec Kevin cette semaine-là. La voix d'Amara s'est amère. La pire décision que j'ai jamais prise. Que s'est-il passé ensuite? Les choses ont pris une tournure plus étrange. Junipé empruntait ma voiture et la rendait avec le réservoir vide. Elle utilisait ma carte de crédit pour les petits achats et me remboursait toujours, mais j'avais l'impression qu'elle testait les limites. Coulter pensait à leur compte en banque commun, à la façon dont Junipé gérait la plupart des dépenses du ménage. Il ne remettait jamais en question ses dépenses, car elle était prudente avec l'argent, jamais extravagante. En terminale, j'ai commencé à remarquer des choses disparues dans notre appartement. Des petites choses au début, des bijoux, des livres, un pull que j'adorais. Quand je demandais à leur sujet, Junipé m'aidait à chercher, mais nous n'avons jamais rien trouvé. Elle te volait. Je pense que oui. Mais je ne pouvais pas le prouver. Et elle m'a tellement aidé dans les recherches que j'ai commencé à douter de moi-même. Amara s'est levée et s'est dirigée vers un petit réfrigérateur, en a sorti 2 bouteilles d'eau. Elle entendit une accaltée et but une longue gorgée avant de continuer. Le point de rupture fut la semaine des examens. Je l'ai surprise en train de fouiller dans mon ordinateur portable pendant que j'étais sous la douche. Que cherchait-elle? Des emails personnels, des notes de journal intime que je conservais dans un dossier protégé par mot de passe. Elle prétendait qu'elle consultait simplement ses emails parce que son ordinateur était cassé, mais elle lisait clairement mes affaires privées. Que as-tu fait? Je lui ai dit de déménager. Le bail était à mon nom, alors j'ai dû écrire. Elle était complètement perdue dans ses cris, ses pleurs, m'accusant de l'avoir abandonnée au moment où elle avait le plus besoin de moi. Amara marqua une pause et Coulter vit que ce souvenir la faisait encore souffrir. Elle partit ce soir-là, mais pas avant de m'avoir dit que Kevin avait eu raison à son sujet depuis le début, qu'elle me protégeait de ma propre bêtise. L'as-tu revu? Une fois, environ 6 mois après l'obtention de mon diplôme, je travaillais dans un restaurant à Boulder et elle est arrivée avec un type que je ne connaissais pas. Elle a fait comme si nous étions toujours meilleurs amis, m'a présenté à son petit ami comme si de rien n'était. Tu te souviens de ce type? Ce n'est pas son nom, mais il m'a donné la chair de poule. Plus âgé, peut-être la trentaine. Il n'arrêtait pas de me fixer pendant tout le temps qu'ils étaient là. Et quand ils sont partis, il a dit quelque chose à Junipé qui l'a fait rire. Amara a ressorti son téléphone et a montré à CTER une capture d'écran d'une publication Facebook. J'ai pris cette photo ce soir-là, juste parce que ça faisait bizarre de la revoir. L'image était granuleuse, clairement prise de l'autre côté d'un restaurant, mais Calté distinguait Junipé assise en face d'un homme aux cheveux noirs et au regard intense. J'ai essayé de rester en contact après ça. Je lui ai envoyé quelques messages sur les réseaux sociaux, mais elle n'a jamais répondu. Quelques mois plus tard, tous ses comptes ont été supprimés.
As-tu eu de ces nouvelles depuis? Pas directement, mais j'ai une amie qui travaille dans une société de gestion immobilière à Denver. Elle m'a dit que Junipé avait postulé pour un appartement en me prenant comme référence il y a environ 2 ans. Est-ce que ton amie t'a appelé? Non, elle l'a juste mentionné en passant. Elle a dit que la candidature était bizarre parce qu'elle me mentionnait comme référence de moralité, mais n'incluait pas mes coordonnées. Calté sentit un frisson lui parcourir le dos. Junipé utilisait donc ton nom, mais s'assurait que personne ne puisse te joindre. C'est bien ce qu'on aurait dit. Mon ami m'a dit que la demande avait finalement été rejetée pour cause de manque de vérification des revenus. Ils restèrent un moment silencieux. Le poids de l'histoire d'Amara s'installait entre eux. Il y a encore une chose. Amara a enfin parlé de sa famille. Et eux? Elle t'a dit qu'ils étaient aimants mais surprotecteurs, n'est-ce pas? Calté hocha la tête. Elle m'a dit qu'ils étaient psychologiquement violents et autoritaires. Elle a dit que son père était alcoolique et que sa mère était tellement préoccupée par son bonheur qu'elle ignorait les besoins de Junipé. Ce sont des histoires complètement différentes. Exactement. Et je ne les ai jamais rencontrés. Même après 2 ans d'amitié, elle trouvait toujours des excuses pour ne pas m'inclure lors des visites familiales ou des vacances. Amara se pencha en avant, l'air sérieux. Calté, j'ai passé 4 ans à me demander si j'étais folle si j'imaginais à quel point les choses ont mal tourné avec Junipé. Mais en apprenant que tu enquêtes sur elle pour maltraitance infantile, tout prend sens maintenant. Que veux-tu dire? La manipulation, les mensonges, la façon dont elle pouvait te faire douter de ta mémoire et de ton instinct. Elle n'est pas seulement difficile ou troublée. Elle est dangereuse. Calté pensa à la brûlure de Milo, au verre brisé sur le sol de la cuisine, à la conversation téléphonique qui l'avait surprise. Tu te souviens du nom de son dernier petit ami avant moi? Celui qui a déménagé. Amara réfléchit un instant. David quelque chose, David Champ peut-être. Je me souviens qu'il était étudiant en master à la CSU en sciences environnementales. A-t-elle jamais évoqué la raison de leur rupture? Elle a dit qu'il était possessif et jaloux, qu'il essayait de contrôler ses proches. Le visage d'Amara s'assombrit. Ça te dit quelque chose? Si. Le même schéma se reproduisait avec différentes victimes. Alors que Calté s'apprêtait à partir, Amara lui attrapa le bras. Fais attention, dit-elle. Je ne sais pas de quoi Junipé est capable maintenant, mais la femme que j'ai connue à la fac, elle était capable de tout si ça lui donnait ce qu'elle voulait. Et que voulait-elle? Le contrôle. Le contrôle total sur tous ceux qui l'entouraient. De retour à Fort Collins, Calté dressa mentalement la liste de tout ce qu'il devait vérifier. L'histoire de David Chen, les véritables antécédents familiaux de Junipé, l'identité de l'homme avec qui elle avait parlé au téléphone. Mais d'abord, il devait s'assurer que Milo était sain et sauf. Ce soir-là, Calté attendit que Junipé soit sous la douche avant d'appeler Ri depuis le garage. J'ai besoin que vous effectuiez une vérification des antécédents, dit-il sans préambule. Sur qui? Ma femme. Son vrai nom pourrait être Junipé Marie Webb ou Junipé M. Webb. Je commence à croire que tout ce qu'elle m'a dit sur son passé est un mensonge. Cela va prendre du temps. Les vérifications d'antécédents professionnels sont approfondies. Combien de temps? 2 jours, peut-être 3. Qu'est-ce qui a déclenché cela? Calté lui raconta la conversation avec Amara au sujet des incohérences dans les récits de Junipé. Elle mentionna un ex-petit ami nommé David Chen, étudiant diplômé en sciences de l'environnement à la CSU. Pouvez-vous le retrouver? Probablement. Que voulez-vous savoir? Pourquoi il a déposé une ordonnance d'interdiction de contact? Riz resta silencieux un instant. Il l'appela. Si cette femme est aussi manipulatrice que vous le décrivez, elle finira par comprendre que vous enquêtez sur elle. Je sais. Avez-vous un plan pour le moment? Calté regarda sa maison par la fenêtre du garage, où une lumière chaude brillait aux fenêtres de la cuisine. Quelque part à l'intérieur, son fils de 5 ans se préparait à aller se coucher, confiant aux adultes qui l'entouraient pour le protéger. J'y travaille. Le lendemain matin, une révélation inattendue survint. Calté visionnait les images de surveillance de la nuit précédente lorsqu'il capta quelque chose qu'il avait manqué auparavant. Junipé avait passé un autre appel, cette fois pendant que Milo dormait, et elle pensait que Calté travaillait tard. Elle avait utilisé le téléphone fixe de la cuisine au lieu de son portable, et l'angle de la caméra lui avait permis de voir le numéro qu'elle avait composé.
Calté nota les chiffres et les fit passer par un service de recherche inversé. Le numéro appartenait à un homme nommé Gideon Marks, domicilié à Gley, dans le Colorado. Une simple recherche sur Internet a révélé plus d'informations que Calté ne l'avait prévu. Gideon Marks, 34 ans, avait un profil LinkedIn mentionnant des emplois dans diverses agences d'intérim au cours des 5 dernières années. Son compte Facebook était confidentiel, mais sa photo de profil montrait un homme aux cheveux noirs et au regard intense, le même que celui de la photo du restaurant Damar. CTER a creusé plus profondément en utilisant les techniques de recherche que Ri lui avait enseignées pendant leur service militaire. Les archives publiques montraient que Gideon avait vécu à Fort Collins 2 ans auparavant, à peu près au moment où Calté avait rencontré Junipé au groupe de soutien. Plus inquiétants étaient les dossiers judiciaires. Gideon avait été arrêté 3 fois au cours des 10 dernières années, 2 pour agression, 1 fois pour harcèlement. L'accusation de harcèlement avait été abandonnée, mais les condamnations pour agression figuraient à son casier judiciaire. Lorsque Ri a appelé cet après-midi-là pour fournir des informations préliminaires, les pièces du puzzle ont commencé à se préciser. Le vrai nom de votre femme est Junipé Marie Webb, a déclaré Ri. Née à Grand Junction, dans le Colorado. Ses parents ont divorcé lorsqu'elle avait 12 ans. Sa mère s'est remariée et a déménagé en Californie. Son père est décédé d'une maladie du foie liée à l'alcool quand Junipé avait 19 ans. Et ses frères et sœurs? Un de ses frères cadets, Marcus Webb, a déposé une ordonnance restrictive contre elle à ses 18 ans. Les détails sont confidentiels car il était mineur, mais les dossiers judiciaires révèlent un harcèlement et des violences psychologiques récurrents. Coulter s'est senti mal. Quel genre de harcèlement? Je n'ai pas accès au dossier confidentiel, mais le dossier public mentionne une manipulation psychologique soutenue et des menaces d'automutilation utilisées comme mécanisme de contrôle. Elle manipulait son propre frère. Et ça empire. J'ai retrouvé David Chain. Calté a attendu. Il a déménagé dans l'Oregon il y a 3 ans après que Junipé a violé une ordonnance d'interdiction de contact à 2 reprises. Selon les rapports de police, elle l'a harcelé pendant 6 mois après la fin de leur relation. Elle l'a suivi au travail, s'est présentée à son appartement, a créé de faux comptes sur les réseaux sociaux pour contacter ses amis et sa famille. Que leur a-t-elle dit? Qu'il était violent, qu'il avait menacé de se suicider si elle le quittait? Qu'elle craignait pour sa sécurité? Chin a dû fournir des relevés téléphoniques et des témoignages pour prouver qu'il n'avait pas été en contact avec elle. Calder a repensé à l'histoire de Junipé, selon laquelle David était possessif et contrôlant. Un autre mensonge. Une autre victime dont elle avait tenté de détruire la réputation. Avez-vous trouvé un lien entre Junipé et ce Gideon Marks? J'y travaille encore. Mais j'ai trouvé quelque chose d'intéressant sur Marks lui-même. Il a suivi une thérapie ordonnée par le tribunal pour gérer sa colère et ses impulsions. Devinez où il a assisté aux séances de groupe? Le même groupe de soutien où Junipé était bénévole. Bingo. Le Mountain Valley Wellness Center. Elle y était bénévole quand vous l'avez rencontrée, n'est-ce pas? Exact. Calté a senti les murs se refermer sur lui. Ray, je crois qu'elle prépare ça depuis longtemps. Préparer quoi? Je ne sais pas encore, mais les appels téléphoniques, la façon dont elle traite Milo, le fait qu'elle soit toujours en contact avec un homme au casier judiciaire violent. Vous pensez qu'elle envisage de vous quitter? Ou pire? Ce soir-là, Calté fit semblant de travailler tard tout en surveillant les caméras de la maison depuis son camion garé en bas de la rue. À 21h30, une berline s'arrêta dans son allée. Gideon Marks en sortit et se dirigea vers la porte d'entrée comme s'il l'avait fait une centaine de fois avant que le téléphone de Ducar ne vibre, signalant une alerte de mouvement provenant de la caméra du salon. Il ouvrit l'application et vit sa femme laisser entrer un autre homme chez eux pendant que leur fils dormait à l'étage. Ils s'enlaçaient comme des amants. Les images de Gideon entrant chez lui étaient accablantes, mais Calté avait besoin de plus que des preuves d'une liaison pour protéger son fils. Il resta assis dans son camion jusqu'à minuit, observant, via l'application de surveillance, sa femme et son amant discutaient à voix basse sur son canapé. Ils parlaient trop bas pour que le son soit clair, mais leur langage corporel en disait long. Des caresses intimes. La main de Gideon sur la cuisse de Junipé. La façon dont elle se penchait vers lui lorsqu'ils s'embrassèrent à 23h47. Gideon sortit par la porte de derrière tandis que Junipé montait voir Milo. CTER attendit 1 heure de plus avant de rentrer chez lui, l'esprit s'emballant avec les implications de ce qu'il avait vu. Le lendemain matin fut surréaliste.
Junipé prépara du café et des toasts comme si de rien n'était, discutant de la météo pendant que Calté aidait Milo à se préparer pour la garderie. Sa performance était impeccable, épouse aimante, mère soucieuse, femme parfaitement normale, mais elle l'incitait à la regarder différemment maintenant, cataloguant chaque micro-expression et chaque geste. Sa façon d'éviter de regarder Milo directement lorsqu'il parlait. Son léger sursaut lorsque CTER l'embrassa pour lui dire au revoir. Le soulagement qui traversa son visage lorsqu'ils partirent pour la garderie. C'est pas le top. Coulter appela le shérif Rena pour la tenir au courant de ses conclusions. Tu dois faire attention, prévint-elle. Avoir une liaison n'est pas illégal, et les images de surveillance ne prouvent pas qu'elle a abusé de Milo, mais elles prouvent qu'elle ment sur d'autres points. Au tribunal, ce serait au mieux une preuve de moralité. Il te faut quelque chose de plus direct, comme quoi? Vidéo de maltraitance réelle, menaces enregistrées, preuves médicales de blessures supplémentaires. Calté était frustré par les exigences du système judiciaire, mais il comprenait la position de Rena. Les soupçons ne suffisaient pas à retirer un enfant à la garde de sa mère. Qu'en est-il de la brûlure? L'évaluation du docteur Monroe. C'est une bonne preuve, mais elle n'est pas concluante en soi. Un bon avocat de la défense pourrait argumenter que la blessure était accidentelle et que l'avis du docteur Monroe n'est qu'un avis. Alors, que faire? Continuer à documenter. Être patient. Et surtout, ne pas la confronter directement. Si elle sait que vous enquêtez, elle pourrait disparaître avec Milo. L'idée de perdre son fils glaçait Calté. Il raccrocha et essaya de se concentrer sur son travail, mais son esprit revenait sans cesse aux images de surveillance et à la familiarité de Gideon avec sa maison. Cet après-midi-là, tout bascula. Calté remplaçait la transmission d'un pick-up Ford lorsque son téléphone sonna. L'afficheur affichait un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Monsieur Reeves, je suis Janet Morrison des services de protection de l'enfance. Je dois vous parler de votre fils. Bien sûr. Quand souhaitez-vous nous rencontrer? En fait, monsieur, il y a eu du nouveau. Votre femme a déposé plainte, alléguant que vous étiez émotionnellement violent et instable. Elle demande la garde exclusive temporaire de Milo, en attendant une enquête approfondie. La clé à molette a glissé des mains de Calté et est tombée sur le sol en béton. C'est faux. Je comprends que ce soit une nouvelle difficile. Madame Reeves prétend que vous avez enregistré des conversations à son insu et suivi ses mouvements. Elle dit craindre pour sa sécurité et croire que Milo est en danger. Calté a fermé les yeux. Junipé avait compris qu'il enquêtait sur elle et utilisait maintenant le système judiciaire comme une arme. Elle allègue également que vous avez consommé beaucoup d'alcool et que votre service militaire vous a laissé des problèmes de gestion de la colère. Je ne bois pas. Je n'ai pas bu d'alcool depuis 3 ans. Nous devrons le vérifier par des tests. En attendant, une ordonnance de protection temporaire est en vigueur. Vous ne pouvez pas retourner chez vous ni avoir de contact sans surveillance avec votre fils tant que notre enquête n'est pas terminée. Ces mots ont frappé Calté comme des coups. Pour combien de temps? Ces affaires prennent généralement 4 à 6 semaines à résoudre. Je suis désolé, monsieur Reeves. Je sais que c'est difficile. Calté a raccroché et a fixé ses mains, qui tremblaient légèrement. Junipé l'avait complètement déjoué en utilisant sa propre enquête contre lui et en se faisant passer pour la victime. Son téléphone a vibré, un SMS d'un numéro inconnu a retenti. Vous avez votre fils? Ne tentez rien de stupide. J a suivi Milo assis à leur table de cuisine, l'air confus et effrayé. Calté a immédiatement appelé Rena. Elle ne peut pas l'emmener comme ça. Il a dit, lorsqu'elle a répondu, si elle a une ordonnance de protection et une garde temporaire. Oui, elle le peut. Avez-vous reçu une notification officielle? Les services de protection de l'enfance m'ont appelé il y a 1 heure. Alors c'est légal, du moins pour l'instant. Mais appelez-la. Si vous avez raison à son sujet, Milo est vraiment en danger. Que puis-je faire? Trouver un avocat, contester l'ordonnance restrictive et prier pour que nous puissions monter un dossier avant qu'elle ne commette un acte irréversible. Alors que Calté se rendait dans un motel pour passer sa première nuit loin de son fils, il repensa au SMS que Junipé lui avait envoyé. Sa cruauté désinvolte, la façon dont elle avait transformé Milo en étant après avoir remporté cette manche. Mais la partie n'était pas terminée. Le Riverside Motel, sur College Avenue, sentait la cigarette froide et le désinfectant. CTER était assis au bord du lit affaissé,
les yeux rivés sur son téléphone et la photo de Milo que Junipé lui avait envoyée. Son fils paraissait petit et confus sur la chaise de la cuisine, inconscient que sa propre mère venait de transformer sa vie en arme. L'entraînement militaire de Kalté lui avait appris la patience, la stratégie et comment transformer une apparente défaite en victoire. Junipé pensait l'avoir acculé, mais elle avait commis une erreur critique. Elle avait révélé sa vraie nature trop tôt dans le combat. Il appela Ri en premier. J'entendis Ri dire avant que Kalté ne puisse parler. Rena, explique-moi. Tu tiens le coup, d'accord? Je suis en colère, mais la colère est utile si on la contrôle. De quoi as-tu besoin? Le système de surveillance est toujours actif, non? Il devrait l'être, à moins qu'elle ne trouve les caméras. J'ai besoin que tu surveilles les flux en permanence. Tu enregistres tout. Si elle blesse Milo ou fait quelque chose de suspect, je veux le documenter. Je suis déjà dessus. Que dirais-tu de mettre en place des alertes pour les mouvements et les sons? Si quelque chose arrive, on le saura immédiatement. CTER ressentit un léger soulagement. Et la vérification des antécédents de Gideon? Je continue de creuser, mais j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Il a été arrêté il y a 2 mois à Gley pour violence conjugale. Les charges ont été abandonnées lorsque sa petite amie a refusé de témoigner. Même scénario qu'avec le frère de Junipé. Exactement. Ce type a des antécédents de violence et ta femme lui donne accès à ton fils. Cette pensée fit serrer la mâchoire de Kalté. J'ai besoin d'un avocat. Quelqu'un spécialisé en droit de la famille et en garde d'enfants. Je connais quelqu'un. Sarah Mitchell. Elle est chère, mais c'est la meilleure de l'État pour ce genre de situation. 20 minutes plus tard, Kalté était assis dans le bureau de Sarah Mitchell, en centre-ville, expliquant sa situation à une femme d'une 50aine d'années au regard perçant qui prenait des notes sur un bloc-notes. Les images de surveillance sont bonnes, dit-elle lorsqu'il eut terminé. Surtout les preuves de la liaison et du comportement violent envers votre fils, mais le fait que vous ayez installé des caméras à son insu sera problématique. C'était légal. Le Colorado est un État où le consentement des parties est un principe de consentement unique. Pour l'audio, oui, la vidéosurveillance à votre domicile est également légale, mais les juges des affaires familiales ne suivent pas toujours les mêmes règles que les tribunaux pénaux. Certains y verront une violation de la confiance conjugale. CTER s'est senti frustré, donc les preuves pourraient ne pas être admissibles. Cela dépend du juge et de la façon dont nous les présentons. Si nous pouvons démontrer que la surveillance était nécessaire pour protéger votre fils d'un danger imminent, la plupart des juges l'autoriseront. Qu'en est-il des fausses accusations qu'elle porte? C'est en fait une bonne chose pour notre affaire. Si nous pouvons prouver qu'elle a menti sur votre comportement, cela établit un schéma de tromperie et de manipulation. Sarah se renversa dans son fauteuil. Monsieur Reeves, je vais être franche. Votre femme semble être une sociopathe qui utilise le système judiciaire pour garder le contrôle sur sa victime, votre fils. Ces affaires sont gagnables, mais elles exigent de la patience et une parfaite maîtrise. Exécution. Combien de temps? 2 semaines minimum pour déposer notre réponse et demander une modification d'urgence de la garde à vue pendant plusieurs semaines afin d'obtenir une date d'audience. Pendant ce temps, nous devons constituer un dossier solide. Qu'en est-il de la sécurité de Milo? C'est le risque auquel nous sommes confrontés. Mais si nous agissons trop vite ou commettons des erreurs, nous pourrions perdre définitivement. CTER quitta le cabinet de l'avocat avec le sentiment d'être pris au piège dans une partie d'échecs où son adversaire avait toujours 3 coups d'avance. Mais alors qu'il retournait au motel, un plan commença à se dessiner dans son esprit. Junipé pensait l'avoir isolé, mais elle lui avait en fait donné un avantage. Si elle le croyait neutralisé, elle risquait de devenir imprudente. Et si Gideon était aussi instable que son casier judiciaire le laissait entendre, la pression pourrait le pousser à commettre des erreurs. Ce soir-là, CTER appela Réa pour lui faire une proposition. Je veux les inciter à révéler leur véritable plan. Il dit, comment? Je vais faire semblant d'accepter la défaite. Qu'ils croient avoir gagné. C'est dangereux. S'ils pensent que vous ne représentez pas une menace, ils pourraient intensifier leur comportement envers Milo. Ou bien, ils pourraient devenir trop sur d'eux et révéler ce qu'ils préparent vraiment. Réa resta silencieuse un instant. Que attendez-vous de moi? Une coopération officielle. Quand ça va mal, je veux que les forces de l'ordre soient prêtes à agir immédiatement. Vous pensez qu'ils préparent quelque chose de précis?
Je pense que Junipé veut disparaître avec Milo. Probablement avec Gideon. La bataille pour la garde n'est qu'un moyen de gagner du temps et d'établir une couverture juridique en fonction des preuves. Son comportement habituel. Elle a déjà fait ça. Des victimes isolées ont ruiné leur réputation puis ont disparu quand les choses se sont compliquées. D'accord, mais on fait les choses dans les règles. Pas de justice. D'autodéfense, quoi qu'il arrive. Compris. Le lendemain matin, Kalté a envoyé un SMS à Junipé. Tu as gagné. Je veux juste voir mon fils de temps en temps. On peut trouver une solution? Sa réponse est arrivée en quelques minutes. Peut-être que si tu te fais aider pour ton problème d'alcool et tes crises de colère, prouve que tu es stable. Le gaslighting était si flagrant qu'il aurait été drôle si la sécurité de son fils n'avait pas été en jeu. CTER répondit, je ferai tout ce qu'il faudra. S'il vous plaît, ne m'empêchez pas d'aller voir Milo. On verra bien. Ne me recontactez plus, sauf en cas d'urgence. CTER sourit d'un air sombre. Elle avait mordu à l'hameçon. Il ne lui restait plus qu'à attendre qu'elle se sente suffisamment à l'aise pour commettre une erreur. 3 jours de surveillance avaient permis à Junipé, la routinière, d'emmener Milo à la garderie, de faire les courses, de maintenir l'apparence d'une mère célibataire normale. Mais jeudi soir, tout a changé. Kalté surveillait les images depuis sa chambre de motel lorsque la voiture de Gideon est arrivée dans l'allée à 20h15. Cette fois, au lieu de se garer dans la rue et de se faufiler par la porte de derrière, il s'est dirigé hardiment vers l'entrée principale. Milo était en garderie prolongée jusqu'à 21h, ce qui leur laissait près d'une heure seule à la maison. La caméra du salon a capturé leur conversation avec une netteté parfaite. « Des nouvelles de ton mari ?» demanda Gideon en s'installant sur le canapé comme s'il en était le propriétaire. Juste des textos pathétiques suppliant de voir Milo. Junipé versa 2 verres de vin. Il est complètement brisé. Bien. L'ordonnance restrictive était une bonne idée. J'ai appris des meilleures. Elle lui tendit un verre et s'assit à côté de lui. David Chin a essayé de me contredire au tribunal. Regardez le résultat. Ils ont touché leur verre pour trinquer et CTER s'est senti mal à l'aise en les voyant célébrer la douleur de son fils. Combien de temps encore devons-nous continuer comme ça, demanda Gideon. L'audience pour la garde des enfants a lieu dans 3 semaines. Une fois que j'aurai la garde exclusive, nous pourrons mettre le plan à exécution. Et si le juge ne vous donne pas raison, le visage de Junipé se durcit, alors nous passerons au plan B, Kalté a un malheureux accident. Une veuve accablée de chagrin déménage avec son fils pour prendre un nouveau départ. Les mots étaient prononcés avec une telle désinvolture que Kalté en a failli ne pas saisir le sens. Puis il a été frappé de plein fouet. Sa femme projetait de le tuer. « Tu crois que tu pourrais aller jusqu'au bout ?» demanda Gideon. « Après ce que j'ai fait à Marcus, ce serait facile. » Junipé but une gorgée de vin. « Mon frère était tellement brisé quand j'en ai eu fini avec lui. Il n'a même pas contesté l'ordonnance restrictive. Il voulait juste que je parte. Et le gamin ? Milo va poser problème en grandissant. » Junipé resta silencieuse un instant, faisant tournoyer du vin dans son verre. Les enfants sont résilients. Ils s'adaptent. Et s'il ne le fait pas, elle haussa les épaules. Les accidents arrivent. Les mains de CTER tremblaient lorsqu'il enregistra le fichier vidéo et l'envoya immédiatement à Harry, Sarah Mitchell et au shérif Rena. La conversation se poursuivit pendant 20 minutes, Junipé et Gideon discutant de la logistique pour faire passer la mort de Kalté pour accidentelle, de l'endroit où ils iraient ensuite, et de la façon de s'assurer que Milo ne se souvienne jamais assez clairement de son père pour causer des problèmes. Lorsque Gideon partit à 8h55, 5 minutes avant le retour prévu de Milo, CTER était déjà au téléphone avec Rena. « Avez-vous vu les images ? Le regardez maintenant. Cela suffit pour plusieurs faits de crime. Conspiration pour commettre un meurtre. Conspiration pour kidnapper. En danger des enfants. Quand allons-nous bouger ? Demain matin. Je veux qu'il soit arrêté avant de pouvoir disparaître. Et Milo ? Il entrera temporairement en garde à vue, puis vous reviendra une fois que les documents juridiques seront triés. » Coulter a ressenti un mélange de soulagement et d'anticipation. Après des semaines de sentiments impuissants, il allait enfin récupérer son fils. Mais d'abord, il devait s'assurer que Junipé et Gideon ne pouvaient blesser personne d'autre. L'arrestation s'est produite à 6h47 un vendredi matin.
Calté a regardé de l'autre côté de la rue alors que le shérif Rena et 3 députés entouraient sa maison. Junipé a répondu à la porte de sa tasse de peignoir à la main, jouant le rôle de mère célibataire innocente. La surprise sur son visage lorsque Réa a annoncé les accusations était authentique. Pour toute sa manipulation et sa planification. Elle ne s'attendait pas à être capturée. Vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre, un complot en vue de commettre des enlèvements, une maltraitance des enfants et une mise en danger des enfants, a déclaré Réa, produisant des menottes. C'est faux, a protesté Junipé. Je suis une victime ici. Mon mari est celui qui m'a menacé. Madame, nous avons des images vidéo de vous planifiant le meurtre de votre mari et discutant des dommages à votre enfant. Vous avez le droit de rester silencieux. Alors qu'il mettait un jeune évateur à la voiture de patrouille, Coulter a vu le visage de Milo pressé contre la fenêtre à l'étage. Son fils avait l'air terrifié et confus, et Caltés a cassé la connaissance du garçon ne comprenait pas ce qui se passait, mais une femme sociale nommée Patricia Vance a pris la garde de Milo tandis que le processus juridique a été nommé dans une femme ménagère dans une femme ménagère dans une femme ménagère dans une femme ménagère dans une femme ménagère, une femme ménagère a pris une femme à l'abri de Patricia. C'est 60 ans qui se sont spécialisés dans les jeunes enfants. L'évaluation de Monroe et les confessions enregistrées de Junipé. C'est l'un des cas les plus inquiétants que j'ai vu en 20 ans sur le banc. Le juge Morrison a déclaré, Madame Reeves, votre comportement envers votre enfant et votre mari représente un danger clair et présent pour leur sécurité. Junipé était assis à côté de son avocat en justice, maintenant son expression innocente alors que les preuves montaient contre elle. Elle avait refusé de conclure un accord de plaidoyer, insistant sur le fait que les images de surveillance ont été fabriquées et que Calté avait tout mis en scène pour la cadrer. Les preuves médicales à elles seules sont accablantes. Le juge Morrison a poursuivi, l'évaluation du docteur Monroe indique clairement des abus délibérés. Combiné à la preuve vidéo de comportements violents et de menaces enregistrées, ce tribunal n'a d'autre choix que d'accorder la garde complète à M. Reeves et de recommander des poursuites pénales. Calté a ressenti un soulagement. L'arrêt, mais il a été tempéré par le fait que le procès pénal était toujours à l'avance, qu'il avait tenté de mener à bien et avait été abordé et attaqué dans le parking. Pour le meurtre de Calté, y compris les photos de surveillance de sa routine quotidienne et de la recherche sur les méthodes qui semblent accidentelles. Médecine, j'ai vu des centaines de blessures à la brûlure, a-t-elle déclaré. Le psychologue de l'enfant qui avait interviewé Milo a témoigné à propos de ses déclarations concernant l'incident et les menaces de sa mère. Lorsque les enfants signalent la maltraitance, ils utilisent généralement un langage adapté à l'âge pour décrire des expériences au-delà de leur compréhension du développement. Elle a expliqué. La description de Milo de l'incident contenait des détails qui seraient impossibles pour un enfant de 5 ans à fabriquer, mais les preuves les plus dommageables étaient les images de surveillance. Le jury a regardé dans une horreur silencieuse tandis que Junipé a brisé le verre près d'un fils effrayé alors qu'elle embrassait son amant tout en complotant le meurtre de son mari alors qu'elle discutait avec désinvolture d'un enfant. L'avocat de la défense de Junipé, un défenseur public du nom de Robert Walsh, a fait valoir que la surveillance était illégale et que les images avaient été manipulées. Mon client est victime d'un cadre élaboré par un vétéran dérangé qui n'a pas pu accepter la fin de son mariage, a expliqué Walsh. Les soi-disant preuves ont été obtenues par surveillance illégale et fabriquées pour soutenir les délires de M. Reeves. Mais lorsque Junipé a pris position dans sa propre défense, son masque composé a finalement glissé. En contre-interrogatoire, Dachin a méthodiquement exposé les contradictions de son histoire. Vous avez témoigné que votre mari était abusif et contrôlant. Corrigé. Oui. Pourtant, vous avez également témoigné qu'il n'était jamais à la maison, travaillant toujours dans un magasin. Il était émotionnellement absent quand il était à la maison. Madame Reeves, comment quelqu'un peut-il être à la fois contrôlant et absent? Il m'a contrôlé par la peur et l'intimidation. Pouvez-vous fournir des exemples spécifiques de cette intimidation? Junipé a hésité. Il me regardait d'une manière qui me rendait dangereux. Il vous a regardé. C'était l'étendue de ses abus. Il m'a fait sentir que je marchais sur des coquilles d'œufs. Madame Reeves, êtes-vous conscient que nous avons des images de vous en disant à votre amant que votre mari aimait toujours ce gamin plus que moi et que vous ne pouvez pas rivaliser avec cela? Qui a été retiré de son contexte? Dans quel contexte ces déclarations seraient-elles acceptables concernant un enfant de 5 ans? Le sang-froid de Junipé a craqué. Vous ne comprenez pas ce que c'est que de vivre avec quelqu'un qui met son enfant devant son conjoint. Milo a attiré toute son attention, toute son affection.
J'étais juste là pour cuisiner et nettoyer. Donc, vous avez brûlé la main de votre fils parce que vous étiez jaloux de l'amour de votre mari pour lui. Je n'ai pas brûlé sa main, mais vous venez d'admettre que vous en vouliez à l'attention que votre mari a accordée à son fils. Ce n'est pas la même chose. Le contre-interrogatoire s'est poursuivi pendant 2 heures, Junipé devenant de plus en plus défensif et hostile. Au moment où elle a démissionné, le jury avait vu sous sa façade prudente à la femme manipulatrice et jalouse en dessous. Le coup final est venu lorsque l'accusation a appelé la mère de Junipé, Beverly Webb, en tant que témoin. Beverly était une petite femme dans la soixantaine qui avait l'air mal à l'aise dans la salle d'audience formelle. Elle a témoigné qu'elle n'avait eu aucun contact avec sa fille depuis plus de 10 ans. « Pourquoi avez-vous coupé le contact avec votre fille ?» demanda DHN. « Elle a essayé de retourner mon deuxième mari contre moi, » a dit Beverly tranquillement. Elle l'appelait au travail en lui disant que j'avais des affaires, que je volais de l'argent à son compte conjoint. Rien n'était vrai, mais elle était tellement convaincante. A-t-elle déjà blessé à quelqu'un dans votre famille? Les yeux de Beverly se remplissaient de larmes. Son jeune frère Marcus. Elle a tourmenté ce garçon à partir du moment où il était petit. Elle casserait ses jouets et le convaincrait qu'il l'avait fait lui-même. Elle lui dirait que je l'aimais davantage parce qu'il était maladroit et stupide. Que s'est-il passé lorsque Marcus a vieilli? Elle a commencé à dire aux gens qu'il était dangereux, qu'il avait menacé de la blesser. Elle a déposé des rapports de police affirmant qu'il l'avait attaqué même si le garçon était doux comme un agneau. Madame Webb, à votre avis, est-ce que votre fille est capable de blesser un enfant? Beverly a regardé Junipé pour la première fois lors de son témoignage. Je pense que ma fille est capable de quoi que ce soit si cela la fait où elle veut. Le jury a délibéré pendant moins de 4 heures avant de rendre des verdicts coupables pour toutes les accusations. Le juge Morrison a condamné Junipé à 22 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle, citant la gravité de ses crimes et le modèle de manipulation et d'abus qui avait détruit plusieurs vies. Gideon a reçu 15 ans pour complot en vue de commettre des accusations de meurtre et d'agression liées à ses antécédents de violence domestique. Les défendeurs dans cette affaire représentent un type particulier de mal, a déclaré le juge Morrison lors de la condamnation. Ils ont ciblé les membres les plus vulnérables de la société, les enfants et ceux qui les aiment à leurs propres fins égoïstes. Les phrases que j'impose ne reflètent pas seulement la punition pour ces crimes, mais la protection des futures victimes. Junipé n'a montré aucun remords lors de la condamnation, maintenant son innocence alors qu'elle était emmenée dans des chaînes. Elle regarda Calté avec une haine froide tandis que le bef l'escortait de la salle d'audience. Gideon, en revanche, est tombé en panne complètement, suppliant la miséricorde et affirmant que Junipé l'avait manipulé pour participer à ses plans. Le juge n'était pas ému. Monsieur Marks, vous avez eu plusieurs occasions de signaler les abus dont vous avez été témoin et de protéger un enfant innocent. Au lieu de cela, vous avez choisi de participer à la planification du meurtre. Votre affirmation de manipulation a nos creux lorsque vous êtes un participant actif à la violence. Alors que la salle d'audience s'éclaircit, Coulter a ressenti un mélange complexe d'émotions. Soulagement que Milo était en sécurité. Colère au mois de manipulation et d'abus. Tristesse que son fils grandisse sans mère. Même si cette mère avait été dangereuse 6 mois après le procès, CTER se tenait dans le service automobile élargi de Bay of Reeves, en regardant Milo aider Pete à organiser des outils. La main du garçon avait complètement guéri, ne laissant qu'une